tous et bienvenue pour cette première édition de Numérique en commun, première édition numérique en commun de la métropole d'Orléans. Alors on est une soixantaine de participants pour cette ouverture. Alors on va commencer tranquillement en attendant les dernières personnes qui se connectent, qui vont nous rejoindre. Alors je le redis, n'hésitez pas dans le chat déjà à me dire si vous m'entendez tous bien. Parce que voilà, moi j'ai pas forcément le retour, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à faire remonter les choses s'il y a des problèmes de son, si vous avez des problèmes techniques, etc. On a une équipe technique de choc au CRIA 45 pour vous accompagner, donc n'hésitez pas. Et dans les règles de bienséance, on va dire de la visio, on essaye de couper son micro quand on ne prend pas la parole et on laissera la caméra et les micros aux intervenants. Comme ça, on va ménager un petit peu les connexions de chacun parce qu'on va être assez nombreux tout au long de cette journée. Alors, moi, je vais me présenter pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés tout au long de cette année. Donc, je suis Muriel Rouzet, en charge de la coordination et de l'animation du réseau numérique. Donc, le réseau avec un grand O comme Orléans, puisque c'est le réseau des acteurs de l'inclusion numérique de la métropole d'Orléans. Et donc, j'ai pris cette mission au sein du CRIA 45 il y a maintenant un an. Donc l'espace C2B, l'association Espace C2B CRIA 45, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le centre de ressources illettrisme, analphabétisme du Loiret, qui agit aussi bien sur les problématiques d'illettrisme que les problématiques d'électronisme maintenant. Puisqu'on on emploie ce terme d'électronisme, la maîtrise du numérique est devenue une compétence de base qu'il faut savoir maîtriser pour s'insérer et être un citoyen lambda. Donc il faut maintenant qu'on puisse maîtriser le numérique comme on maîtrise la lecture, l'écriture et les compétences de base. Alors moi, j'ai le plaisir de lancer cet événement numérique en commun. Donc, c'est le 8e numérique en commun qui a eu lieu en France, le 8e et le dernier de l'année 2020, si je ne me trompe pas. Donc, les équipes de la NCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, avec lesquelles j'ai préparé cet événement, nous expliqueront tout à l'heure plus en détail les objectifs de ces différents temps numériques en commun qui ont émaillé un peu la France. Ils sont allés à la rencontre de nombreux acteurs en France et ils nous feront un petit peu un point sur les objectifs de ces journées. Alors aujourd'hui, vous êtes près de 120 inscrits sur les différents temps de cette journée, tous spécialistes à différents niveaux de ces problématiques d'inclusion numérique. Alors moi, depuis un an maintenant, je suis allée à la rencontre de bon nombre d'entre vous. On a pu échanger avec vous qui œuvrez sur le terrain pour faire reculer l'exclusion numérique, que ce soit dans les mairies, dans les associations, les centres sociaux, les CCAS, les bibliothèques évidemment. Et j'ai vraiment pu constater, moi, la richesse du travail partenarial que nous sommes en train de construire pour accompagner les publics les plus éloignés du numérique. 2020, en plus, c'était une année assez particulière et une année où les périodes de confinement ont vraiment mis en exergue l'urgence, l'état d'urgence numérique dans lequel se trouve un certain nombre de nos concitoyens. Et l'idée de ce réseau numérique, c'est vraiment de réussir à fédérer les synergies de chacun, de fédérer, de construire un véritable écosystème métropolitain pour réussir à résorber cette fracture numérique. Donc la journée aujourd'hui, elle a pour objectif de vous permettre de vous informer, de découvrir de nouveaux dispositifs, de découvrir de nouveaux partenaires, mais aussi de valoriser les actions qui sont menées sur le terrain par vous-même et d'échanger sur vos pratiques. Même si voilà, on est conscient que le fait d'organiser comme ça une journée à distance pour les échanges, c'est pas forcément l'idéal, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Tout à l'heure, dans les ateliers ou dans les tables rondes, on sera dans des jauges un peu plus réduites, un peu plus propices aux échanges. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire part de toutes vos questions, de tous vos questionnements, d'échanger sur vos pratiques.
Le réseau de professionnels que nous sommes en train de construire, par sa diversité, permet vraiment de croiser les approches et c'est vraiment ça qui est intéressant, moi, je trouve, dans ce réseau, puisque les problématiques d'inclusion numérique, elles touchent à des champs qui sont vraiment transverses, qui sont aussi bien dans le champ du social que dans le champ du culturel et dans le champ du numérique. On ne parle pas d'un numérique de technicien, on est vraiment bien au-delà quand on parle d'inclusion numérique. Et les tables rondes de ce matin vont permettre d'aborder un petit peu tout le spectre de ces problématiques d'inclusion numérique. Alors d'abord avec une table ronde qui sera consacrée aux politiques publiques et aux politiques d'accompagnement de cette fracture numérique et aux politiques qui permettent de résorber cette fracture numérique. On aura une deuxième table ronde qui fera un focus sur les mutations que subit le travail social avec l'irruption du numérique. Et enfin, une troisième table ronde ce matin qui sera plutôt dédiée aux compétences numériques et explorer vraiment ces compétences, savoir de quoi on parle quand on parle de compétences numériques et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à les maîtriser ou pas. Les ateliers de l'après-midi, ils ont été pensés plutôt pour vous apporter des réponses opérationnelles, pour vous permettre d'accompagner vos publics en situation de précarité numérique, vous permettre de mieux les accompagner en vous présentant des outils, de nouveaux outils, et en vous présentant aussi des solutions pour créer des nouveaux lieux de médiation, découvrir de nouveaux lieux de médiation sur notre territoire. Alors, ce numérique en commun, il a été co-organisé avec les équipes de l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, et c'est également l'occasion d'inscrire le réseau numérique d'Orléans dans une dynamique nationale, de découvrir les projets nationaux et les directives des services de l'État. Puisqu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience au niveau national de l'urgence à rapporter des réponses aux personnes en situation de précarité numérique. Et l'idée, c'est de vous faire découvrir tous les dispositifs qui vont maintenant se déployer sur l'ensemble du territoire. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de rassembler et fédérer les acteurs de l'écosystème métropolitain, mais également les acteurs départementaux et les acteurs régionaux, et également de poser de nouveaux sujets et d'embarquer également de nouveaux acteurs qui rejoignent le réseau numérique jour après jour. Alors, le programme de la journée, vous l'avez vu, il est assez riche, assez dense. On espère qu'il vous conviendra. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir avec les équipes de l'ANCT à construire cette journée. Alors, vous ne pouvez pas participer à tous les temps puisqu'il y a des tables rondes qui sont en simultané, de même que des ateliers cet après-midi. Mais n'ayez crainte, on enregistre chacune des interventions pour pouvoir vous proposer un espace de ressources sur le site du CRIA 45 où vous pourrez retrouver tous les replays. Donc voilà, il y aura un espace vraiment dédié au NEC. On va essayer de faire en sorte que l'événement se déroule de la façon la plus fluide possible sur cet outil BigBlueButton qu'on découvre un peu avec vous, hein, donc un outil assez classique de visio. Mais n'hésitez pas à faire appel donc aux équipes techniques du CRIA 45 si vous rencontrez le moindre problème. Si vous êtes perdu entre les différentes salles de visio, on vous renverra toutes les informations. Alors moi, je vais bientôt laisser la parole. Je remercie par avance tous les intervenants qui ont aidé à la préparation de cette journée, les équipes de l'ANCT qui seront à nos côtés durant l'événement et avec qui j'ai vraiment pris plaisir à échanger tout au long de la préparation de ce NEC, ainsi que les élus qui sont présents avec nous sur cette journée, évidemment les partenaires du réseau numérique avec lesquels je travaille au quotidien, et à vous tous qui avez répondu présent à cette invitation pour nous suivre tout au long de cette journée. Alors, je vais laisser sans plus tarder la parole à notre premier intervenant. Alors, c'est la magie du numérique. C'est un intervenant qui ne peut pas être là parmi nous en chair et en os, en live, pour des raisons d'agenda chargé de ministre, puisque c'est Monsieur Cédric O, le ministre chargé de la transition numérique et chargé des communications électroniques, qui ne peut donc pas être là, mais qui nous a laissé une petite vidéo pour l'ouverture de ce NEC en commun. Donc, je vais tout de suite vous partager cette vidéo.
Alors, voilà, après cette intervention de Monsieur Cédric O, alors je charge les équipes de l'ANCT de transmettre tous nos remerciements à Monsieur le secrétaire d'État pour cette vidéo. Il a évoqué un certain nombre de sujets que nous mettrons au débat tout au long de la journée, que nous allons aborder tout au long de la journée. Et pour continuer l'ouverture de cette journée, je vais laisser la parole à Monsieur Pascal Tébibel, conseiller, vice-président d'Orléans Métropole, conseiller en charge de l'attractivité, de la promotion du territoire et des relations internationales pour un focus au niveau métropolitain. Alors, Monsieur Tébibel. Alors, on ne vous entend pas, Monsieur Tébibel. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas? Monsieur Tébibel, là, je vous mets le micro. Là, je ne peux pas activer votre micro. On ne vous entend toujours pas. Est-ce que vous avez... Ah voilà. Je crois que c'est bon. Voilà. C'est parfait, magie de la technique. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux en tant que vice-président d'Orléans Métropole de lancer l'édition 2020 de Numérique en commun sur la métropole, consacrée à la lutte contre la fracture numérique et au sujet bien sûr de l'inclusion numérique qui nous occupe tous aujourd'hui. Alors permettez-moi tout d'abord de procéder à quelques remerciements. Je remercie bien évidemment le secrétaire d'État Cédric O pour avoir introduit cette journée, d'avoir partagé avec nous les grandes orientations de l'inclusion numérique et de donner aussi un rayonnement national à cet événement. Ensuite, bien sûr, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, co-organisatrice de cette journée à Orléans. Également, Monsieur Emmanuel Vergès, qui est grand témoin du NEC Orléans Métropole. Bien évidemment, Madame Muriel Rouzet, animatrice, et je vous remercie du réseau numérique d'Orléans Métropole. Et le centre ressources illettrisme et analphabétisme du Loiret, CRIA 45, qui a beaucoup œuvré pour cette journée. Aussi, bien sûr, tous les intervenants des 3 tables rondes de la matinée et des 6 ateliers de l'après-midi. Je salue également les collègues élus qui seront présents, Madame Laurence Bellet, vice-présidente du conseil départemental du Loiret, et aussi les élus de la ville qui nous rejoindront pour suivre cette journée, Monsieur Quentin Desfossés au numérique, Monsieur Hamid Koutoul qui s'occupe de la ville, Madame Martine Ostry à la réussite éducative. Et enfin, bien sûr, les nombreux participants, comme vous l'avez dit, plus de 120 inscrits aujourd'hui. Alors, permettez-moi de commencer par quelques éléments de contexte. Comme l'a très bien dit le secrétaire d'État, nous vivons la digitalisation de pans entiers de notre société, et donc il y a donc urgence à se saisir de ce sujet de l'inclusion numérique, un défi majeur pour tous les acteurs professionnels. C'est la raison pour laquelle il est important, comme il a été dit, de se faire rencontrer les secteurs, qu'ils soient publics ou privés, qui ont tous besoin d'accompagner leur public, d'où l'importance de cette journée. En effet, 40% des Français se retrouvent quotidiennement face à diverses difficultés numériques. Et à l'échelle de la métropole, c'est quand même plus de 110 000 personnes qui ont besoin d'être accompagnées, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons procédé à une dématérialisation croissante des démarches administratives et des services publics. Et de plus, la crise sanitaire que nous vivons est révélatrice plus que jamais du besoin d'accompagnement numérique. Et bien évidemment, nous assistons à une accélération de la transition du numérique dans de nombreux domaines, télétravail, télémédecine, télééducation, pour ne citer que cela. Il y a donc un besoin non seulement d'être équipé en matériel informatique, mais on a surtout un besoin de compétences. En somme, dans cet environnement numérique qui nous envahit d'une certaine manière, on a encore besoin de plus d'humains et plus de médiateurs du numérique pour faire passer un cap à notre société et ne laisser personne au bord du chemin. Alors maintenant, venons-en à présent à ce qui se passe sur Orléans Métropole et finalement à la genèse de la démarche dans ce domaine. Depuis 2018, la métropole d'Orléans s'engage sur ce sujet afin de permettre à chaque habitant de pouvoir être accompagné et de gagner en autonomie sur Internet et sur l'usage des outils numériques à travers une démarche qui résulte finalement de la convergence des politiques publiques du numérique et des politiques du social, impliquant tous les professionnels du territoire. D'abord, un accompagnement précieux par des experts
externes, notamment We Take Care, qui a été mandaté par Orléans Métropole dans le cadre d'un marché public depuis l'origine du projet. Ensuite, c'est une démarche collective avec la création du réseau numérique. La métropole et ses partenaires facilitent le travail en commun des acteurs et construisent des projets pour assurer que personne ne soit laissé sur le bord de la route du numérique. Et enfin, c'est une démarche concrétisée par la signature d'une convention de partenariat pour l'animation et la gestion d'un réseau d'inclusion numérique sur le territoire métropolitain qui a été voté à l'unanimité d'ailleurs au dernier Conseil métropolitain. Pour être plus précis sur cette démarche centrée utilisateur, elle fait l'objet d'une expérimentation sur 6 communes de la métropole d'Orléans en 2019, Fleury-les-Aubrais, Chessy, Saint-Jean-de-Bray, le quartier de l'Argonne d'Orléans, Semois et Combleu. Cela a permis d'organiser des rencontres entre une quarantaine d'acteurs professionnels, centres sociaux, CCAS, médiathèques, bibliothèques, espaces numériques, associations, organismes de formation, fonctionnant de manière cloisonnée et qui jouent un rôle important dans l'accompagnement des publics en difficulté face au numérique. Ça a créé de la synergie entre eux et ils ont ensuite bénéficié de plusieurs sessions de formation pour améliorer leur intervention dans le champ du numérique. Compte tenu d'un bilan positif de cette expérimentation, ils ont décidé de généraliser ce dispositif sur l'ensemble du territoire métropolitain. Enfin, c'est une démarche complémentaire des collectivités territoriales, communes, métropoles, départements, régions, qui contribuent à l'inclusion numérique des usagers sur le territoire métropolitain. Alors, quelles sont les prochaines étapes? L'année 2021 sera marquée par notre engagement pour la lutte contre la fracture numérique et pour l'égalité des chances. En l'occurrence, sur la métropole d'Orléans, les principales actions du réseau numérique seront les suivantes. L'expérimentation du pass numérique avec le CCAS d'Orléans pour favoriser la montée en compétences et l'autonomie numérique des habitants de la métropole. Une première campagne de bénévolat pour lutter contre la fracture numérique. Enfin, le recrutement de conseillers médiation numérique dans le cadre de l'AMI, la manifestation d'intérêt du plan de relance de l'État. Et je remercie encore plus que jamais tout le travail produit par le réseau numérique et tous les professionnels engagés dans les actions à venir qui doivent s'inscrire absolument dans la pérennité. Comme vous le voyez, un beau programme en perspective, beaucoup de travail pour l'année prochaine et de beaux défis. Donc, sur ces derniers mots, je souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée, riche en échanges et en débats, et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour discuter de ces sujets absolument essentiels. À bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Tébibel, et merci d'avoir réaffirmé l'engagement d'Orléans Métropole sur cette question et un engagement avant-gardiste, il faut le dire, puisque l'inclusion numérique, il y a 3 ans, c'était pas encore un sujet qui était forcément beaucoup évoqué. Et aujourd'hui, eh bien, on voit vraiment l'urgence. Et aujourd'hui, que ce soit à tous les plans, du national jusqu'au local, tout le monde a compris les enjeux et l'urgence d'aller sur ce champ. Alors, on avait prévu normalement initialement lors de cette journée qui aurait dû se faire en présentiel, d'acter la signature de cette convention partenariale qui lie tous les partenaires autour du réseau numérique, les 10 partenaires. Malheureusement, là, on va avoir des difficultés pour le faire en virtuel, mais je vais laisser la parole à André Casanikela, qui est administrateur au CRIA, en charge de ces questions d'inclusion numérique, et qui va nous rappeler un petit peu l'importance de ce travail partenarial et l'importance de cette convention multipartenariale. André, je te laisse la parole. Vous m'entendez? C'est bon? Bonjour à tous, bienvenue pour cette première NEC sur Orléans. Merci de l'accueil de Monsieur Tébibel qui nous va droit au cœur, nous, en tant que structure associative qui portons le projet. Et puis, bien évidemment, merci au ministre qui a ouvert cette magnifique séance qui va se dérouler avec un certain nombre de thèmes tout à fait importants. Comme vient de le dire le secrétaire d'État, Cédric O, l'État va mobiliser des moyens importants pour former et créer 4000 postes de conseillers numériques sur le territoire en particulier, pour appuyer les lieux d'accueil et déployer les outils à destination des aidants numériques. Pour que cet effort puisse produire effectivement ses effets, il est nécessaire que les acteurs locaux se mobilisent ensemble
dans une stratégie commune, et c'est ce que vous venez de ressouligner à l'instant, Monsieur Tébibel, pour déployer ces dispositifs sur l'ensemble du territoire et notamment dans les zones les plus démunies. C'est ce que nous faisons collectivement depuis presque 2 ans maintenant avec la métropole d'Orléans et en particulier sur ce territoire éponyme. En effet, depuis le lancement de la démarche de construction du réseau, le réseau RES'(O), d'ailleurs c'est un beau symbole, Cédric O, ministre, et réseau O Orléans, quel beau symbole pour démarrer cette opération. Donc sur cette construction du réseau numérique sur le territoire de la métropole d'Orléans, celui-ci est appuyé sur une gouvernance locale forte, associant les différents échelons des collectivités locales, mais aussi les acteurs de terrain, qu'ils soient institutionnels ou privés. Je voudrais à ce titre-là citer la région Centre-Val de Loire, le CRIJ, le département du Loiret, Orléans Métropole, la CARSAT Centre-Val de Loire, la CEPAM Centre-Val de Loire, la CAF Centre-Val de Loire, Pôle emploi Centre-Val de Loire, AG2R La Mondiale, la Fondation d'Orléans ont en effet allié leurs forces au CRIA 45, et ce qui est pour notre association un élément déterminant pour œuvrer sur l'animation de ce territoire et pour œuvrer à l'inclusion numérique. Alors, malheureusement, comme vous venez de le rappeler, il était convenu que nous signions une convention. Malheureusement, ça ne pourra pas être, compte tenu des conditions et du contexte sanitaire, possible, mais ce n'est que partie remise, je l'espère, pour que le printemps sera évidemment le printemps du numérique, qui est ce modèle aujourd'hui qui va s'imposer sur de nombreux territoires. Permettra là aussi de dynamiser un certain nombre de pratiques qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Nous pouvons nous féliciter bien évidemment pour cette belle mobilisation collective, car ce partenariat va bien au-delà d'un partenariat financier, et nous tenons à souligner l'implication de chacun des partenaires qui œuvrent vraiment au quotidien à définir les axes opérationnels de moyen terme et de long terme, et à écrire une feuille de route commune en matière d'inclusion numérique pour le territoire de la métropole d'Orléans. La convention qui lie les 10 partenaires du réseau numérique allie en effet le pilotage stratégique de l'action par les acteurs institutionnels et les acteurs du terrain, et la mise en commun de financements, bien évidemment, pour réaliser ces actions. Que soit, pour conclure, que soit en particulier remercier pour leur implication et la qualité des prestations, bien évidemment, la coordonnatrice Muriel, qui, au sein du CRIA 45, ne ménage pas sa peine. Et puis, merci aussi depuis le démarrage au cabinet Whittaker qui nous accompagne, avec l'appui aussi non négligeable du CCAS et de Carole Vidal au sein du CCAS. On aura l'occasion tout au long de cette journée de partager avec vous toutes les avancées de ce travail partenarial. Mais encore une fois, merci à tous les partenaires et bonne journée pour cette première du NEC à Orléans. Merci André, et merci d'avoir rappelé le fait que vraiment on ait une gouvernance forte au niveau de l'inclusion numérique à Orléans, grâce à ce comité partenarial, comme tu l'as dit, qui allie à la fois des partenaires privés, institutionnels, publics, et c'est vers cette gouvernance que sur le territoire tentent de nombreux réseaux d'inclusion numérique. Et il y a vraiment un côté avant-gardiste, je le redis, sur le territoire d'Orléans Métropole, d'avoir réussi à mobiliser des partenaires avec des typologies différentes, mais qui sont tous à un moment donné concernés par ces questions d'inclusion numérique. C'est vraiment ce modèle-là de gouvernance qui tend maintenant à se nationaliser, si on peut dire, et Orléans Métropole est souvent cité en exemple pour cela. Alors ensuite, on est un petit peu en avance sur le programme. Je ne sais pas si Madame Caroline Span, de la co-directrice de la MEDNUM, est parmi nous, si je la vois. Caroline, avec qui je vais laisser la parole pour la plénière un petit peu d'ouverture. Alors l'idée de cette plénière, c'est de remettre un peu en perspective les enjeux de l'inclusion numérique, là à l'aune malheureusement de la crise sanitaire qu'on est en train de traverser. Voilà, Caroline, je te laisse la parole. Je te nomme présentatrice aussi. Hop. Voilà.
Bonjour à tous, merci beaucoup Muriel. Alors juste, comment je peux charger ma présentation? Je te l'envoie peut-être? Ah, tu as ton micro coupé. Ouais, tu peux partager ton écran si tu veux, ça sera plus... Ah oui, ça y est, ça vient d'apparaître, merci. Voilà, parfait. Et ben bonjour à tous, je suis ravie d'être là et encore une fois merci beaucoup pour cette invitation. Donc je suis Caroline Spagne, je suis co-directrice de la MENNUM. Donc la MENNUM, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui a été créée maintenant il y a 3 ans. Et en fait, c'est né vraiment de la volonté de l'État et des acteurs de la médiation et de l'inclusion numérique d'agir pour ce secteur et de répondre à ce défi qui est quand même assez massif d'accompagner 13 millions de personnes vers l'autonomie numérique. Donc aujourd'hui, bon, je vais pas vous faire forcément un cours sur l'inclusion numérique parce que je pense que vous êtes tous assez au fait de tous ces enjeux-là, mais en tout cas, on l'a vu pendant la crise sanitaire que les besoins étaient vraiment considérables. Ça a vraiment permis une prise de conscience. On a vu vraiment dans les médias qu'il y avait un intérêt pour ce sujet, même presque une découverte, que le numérique, certes, permettait énormément d'opportunités, mais pouvait exclure énormément de monde et que aujourd'hui, il fallait une action concertée et collective, à la fois des acteurs publics, mais également des acteurs privés, pour répondre à ce grand défi. Donc la MENNUM, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de déployer et d'industrialiser des solutions pour l'inclusion et la médiation numérique au niveau national. Et je vous parlerai aussi un peu de ce qu'on a fait pendant les 2 confinements. Maintenant, ça devient presque une habitude. C'est presque dommage quand même. Donc nos grandes missions, ce sont donc à la fois structurer l'écosystème et les acteurs de la médiation numérique. Alors moi, j'ai rejoint la MENNUM au mois de janvier, donc je découvre encore cet écosystème. Mais voilà, de ce qu'on m'en a dit, c'est vrai que c'est un écosystème qui pouvait reposer beaucoup il y a quelques temps sur des associations, de faire énormément appel à des bénévoles, et ce qui permet justement de répondre à ce défi, encore une fois, qui est massif. Néanmoins, il y a vraiment un besoin aussi de reconnaissance de ce métier de médiateur numérique, de montrer qu'en fait c'est un travail, et qui dit travail dit forcément rémunération, et donc de trouver les moyens pour financer des postes, pour mettre en place des programmes. Et là, je pense évidemment à la fois à toutes les mesures qui ont été annoncées par le plan de relance, et il me semble que Cédrico a dû intervenir quelques minutes avant. Donc aujourd'hui, on voit voilà qu'il y a quand même beaucoup de moyens, et ça, on en est assez content, parce que voilà, ça montre qu'il y a un peu un alignement des planètes, et c'est vrai qu'on demandait à la fois des moyens humains et financiers. Aujourd'hui, il y en a, ou en tout cas il y en aura. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à vraiment s'en servir, et puis aider à cette structuration, cette professionnalisation de l'écosystème. Le deuxième point, donc, c'est d'accompagner voilà les organisations publiques et privées face à ce défi de la transition numérique, et donc vraiment de les aider dans l'accompagnement des publics auxquels ils s'adressent. On a cette expertise-là, on a des missions de conseil sur lesquelles je reviendrai un peu ultérieurement. Donc voilà, ça c'est une deuxième grande mission que nous faisons. Et puis, nous développons des dispositifs innovants, et ça, je vais
je vais vous en parler avec un petit focus un peu plus précis sur Solidarité numérique qu'on a lancé pendant le confinement et de quelle façon cela permet de répondre et d'être une autre réponse plutôt à l'accompagnement au numérique. En quelques mots sur notre organisation. Donc, comme on est une coopérative, il y a des sociétaires, donc tout le monde peut rentrer dans la coopérative et prendre des parts, à condition évidemment de partager les mêmes valeurs, mais je ne doute pas que toutes les personnes qui assistent à ce NEC aujourd'hui les partagent. Donc, à la fois, on regroupe des acteurs de la médiation numérique, cela fait évidemment sens. Il y a également l'État, qui est donc sociétaire, il y a les acteurs publics territoriaux, et puis peut-être qu'un jour, la métropole d'Orléans voudra nous rejoindre, ça serait évidemment avec plaisir. Aujourd'hui, on a la commune de Voisins-de-Bretonneux, et puis on a aussi un groupement de territoire en Savoie qui s'appelle Agathe Territoire. On a évidemment le collège des bénéficiaires pour être toujours au plus près du terrain et de savoir un peu quels sont les publics. Ça, c'est un enjeu très, très important pour nous et j'y reviendrai. Et puis, on a des acteurs de l'économie numérique et un collège qui s'appelle les affinitaires, donc des personnes qui travaillent sur la médiation numérique, mais pour qui c'est pas forcément le cœur de métier. Et puis, évidemment, l'équipe salariée. En quelques mots sur nos projets actuels, et puis évidemment, surtout, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre parce que l'essentiel, je trouve, c'est vraiment de partager, de discuter et d'échanger nos points de vue. Donc, on a quatre grands services numériques. Dont un vraiment qui a été créé au moment du confinement. C'était le 16 mars, je me souviens bien. On a eu un appel avec le secrétariat d'État, la Banque des Territoires, la NCT, où on s'est dit, là, voilà, c'est le confinement, tous les lieux d'accompagnement vont être fermés. Donc, c'est vrai que la pratique de la médiation numérique va en être bouleversée, puisque d'habitude, ça se fait en présentiel. Les médiateurs vont être quand même disponibles parce que, encore une fois, les lieux vont être fermés. Donc, comme tout le monde, ils vont être chez eux. Et puis, les besoins vont être vraiment considérables puisque le numérique va être notre seule porte de sortie. Donc, que faire? Et c'est là où est apparue un peu l'idée d'un centre d'appel. C'est une idée aussi qui était un peu dans les cartons de la médiation numérique et en fait, aussi poussé par quelqu'un qui s'appelle Gérald Delbaz et qui est CEO de la coopérative Aptic, qui met en place les passes numériques que vous devez sûrement connaître. Et donc voilà, donc a commencé à émerger cette idée. Et en quelques jours, on a monté ce centre d'appel. On a lancé un appel à mobilisation auprès de tout notre réseau et il y a eu plus de 2000 personnes qui se sont portées volontaires. Donc vraiment un élan de solidarité assez incroyable, d'où le nom Solidarité numérique et pour vraiment en fait nous accompagner à la fois pour répondre au téléphone, pour créer des tutoriels et puis vraiment nous aider à structurer ce projet. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit que mes slides apparaissent flous. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Si c'est le cas, dites-moi, puis on essaiera d'améliorer ça. Donc, je poursuis sur Solidarité numérique. Donc, vraiment ce centre d'appel, mais également ce site internet qui nous permettent en fait de mettre sur internet tout plein de tutoriels pour ceux quand même pour les publics qui savent naviguer sur internet, faire une recherche et puis comprendre un tutoriel. Donc vraiment c'est une base de connaissances
qui est disponible pour tout le monde et qui peut être vraiment réutilisable. Parce que, encore une fois, nous, tout ce qu'on produit à la Ménum, on veut que ça soit accessible par tous les acteurs de l'écosystème. Ça fait partie de cette mission dont je vous parlais tout à l'heure, de structurer l'écosystème. C'est vraiment de mettre à disposition toute la connaissance qu'on peut acquérir, parce que plus la connaissance est partagée, mieux on peut accompagner et mieux on peut répondre à notre enjeu d'accompagner les 13 millions de personnes en France qui sont exclues du numérique. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Donc voilà un peu pour Solidarité numérique. On a eu plus de 19 000 appels pendant la première période de confinement. On a arrêté le service au milieu de l'été, au mois d'août, et au début du deuxième confinement, l'État nous a rappelé en nous disant « Est-ce que vous pouvez le relancer ?» Parce qu'on a vu quand même comment ça pouvait aider les publics. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous à le relancer, allons-y ensemble et faisons en sorte d'accompagner encore mieux les publics. Les principaux enjeux aujourd'hui concernant ce service, c'est à la fois l'identification des publics, hein, comme je vous le disais, c'est vrai que ce chiffre de 13 millions, il est assez conséquent, mais en fait derrière, quelle est la réalité ? Qui sont ces personnes, où est-ce qu'ils se trouvent, quelles sont leurs demandes. Donc ça, c'est des données en fait qu'on récolte, hein, évidemment avec le consentement des appelants, hein. Ça on reste dans les règles du RGPD, pour justement mieux les connaître. Et ça, c'est un de nos enjeux pour 2021, c'est de croiser un peu toutes ces données pour, une fois encore, mieux adapter notre réponse. Donc voilà pour Solidarité numérique. Et puis si vous avez des questions, encore une fois, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et en fait, à partir de ce service, on a eu en fait des demandes de la part de professionnels. Et c'est là où a commencé un peu aussi à germer dans notre esprit l'idée de peut-être un peu dupliquer une plateforme, mais cette fois à destination des petites structures économiques qui ont des besoins aussi bien privilégiés, bien spécifiques. Donc là, on a beaucoup échangé avec la Banque des Territoires et on a voilà, gagné un marché public avec eux pour lancer une plateforme d'inclusion numérique pour les TPE. Donc là aussi, ça se structure entre un centre d'appel et puis un site internet là qui va, pour l'instant c'est une landing page, mais il va être bientôt modifié et permettre justement d'agréger énormément de contenu. Et là encore une fois, même principe, du contenu qui est vraiment exploitable, réutilisable par tous les acteurs. Et ça, c'est aussi assez important parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, hein, c'est vraiment un gros sujet d'actualité avec la fermeture des commerces, la crainte qu'Amazon prenne une place vraiment considérable dans nos achats en ligne et tue tous ces petits commerces de proximité. On se dit que, bah voilà, en fait, quand on dit à des commerçants de faire du click and collect, bah ok, mais sauf qu'en fait, c'est quoi la première étape ? Et souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'artisans, de commerçants, de petites structures qui n'ont pas en fait d'adresse mail. Donc en fait, comment on s'adresse à eux ? Parce que l'étape justement de faire du click and collect, elle est cette marche-là, elle est beaucoup trop haute en fait, hein. Donc il faut souvent reprendre les besoins du début et de les accompagner, de les rassurer. On se rend compte, hein, et vous êtes des professionnels de ça, donc vous savez que souvent c'est un gros problème de confiance en fait, parce qu'aujourd'hui le numérique, on aborde ça que comme un outil technique, technologique, et donc on se dit bah voilà, j'ai pas appris ça à l'école, je sais pas, donc oulala, je sais pas comment fonctionne cette machine. Alors que bah non, en fait, le numérique, c'est vraiment des questions de société, des questions sociétales, sociales, et que tout le monde a un avis, tout le monde doit comprendre comment ça se passe. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment encore une fois d'être une porte d'entrée, un portail d'entrée pour vraiment aider, aiguiller les petites entreprises et vraiment leur donner toutes les clés pour qu'ensuite elles puissent vraiment
engendrer cette transformation, cette transition numérique et se développer en ligne. Je vais essayer d'avancer peut-être un peu plus vite sur les autres. On a l'indice de fragilité numérique. Donc là, c'est un modèle statistique qui nous permet de géolocaliser les zones d'exclusion numérique. Donc là, on travaille sur les bases de données de l'INSEE, de l'ARCEP, à partir à la fois de données concernant l'accès, donc là, l'accès à des équipements, savoir si on est en zone blanche ou pas, la maîtrise des compétences. Donc, on croise vraiment toutes ces bases de données et ça nous permet d'avoir un indice au niveau d'une commune pour vraiment mieux comprendre la réalité des territoires. Et ça, pour nous, c'est un enjeu vraiment fondamental. C'est, encore une fois, qui sont les publics, où est-ce qu'ils se trouvent, pour ensuite mieux les adresser. Donc ça, c'est un indice qu'on a mis en place avec le SGAR, avec l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives et qu'on continue à développer. Aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de collectivités qui ont commencé à le tester. Et très prochainement, il y aura un site où vous n'aurez plus qu'à rentrer le code postal de votre commune et puis vous aurez les différents... voilà les différentes modalités. Vous pourrez voir si votre commune est plutôt enfin, il y a plutôt des publics qui sont inclus ou des publics malheureusement qui seraient un peu plus exclus. Et donc ça permet voilà ensuite de réfléchir à quelles peuvent être les modalités d'action sur le territoire. Et enfin, on a la plateforme réfugiés.info. Donc ça, c'est un projet qu'on a développé avec la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. On se rend compte aujourd'hui que l'information pour ce public-là, elle est souvent sur papier, elle n'est pas traduite, elle n'est pas mise à jour, alors que ce public est justement très tourné vers le numérique parce que c'est souvent la seule façon de rester en lien avec leurs familles qui ont pu rester dans leur pays d'origine. Et donc, pour nous, c'est important que le numérique puisse faciliter leur intégration en France. Et donc là, on permet justement via une plateforme de mettre en ligne toutes les démarches, tous les dispositifs qui leur permettent de trouver un emploi, de trouver des cours de français, de trouver un logement. Et donc de vraiment penser un parcours d'intégration grâce au numérique. Et ensuite, on a donc des offres de conseils et de formation. Donc, on accompagne les 11 hubs pour un numérique inclusif que vous devez sûrement connaître. Et puis, il va y avoir un deuxième appel à projet donc lancé par la Banque des Territoires. Là encore, ça fait partie de cette mission de structuration de l'écosystème où nous, on a un peu une tête de réseau national et puis les hubs vont être des têtes de réseau régionales, interdépartementales, pour être à un niveau justement de relais, d'information pour tous les lieux de médiation numérique, toutes les structures d'accompagnement. On a créé le kit aidant numérique qu'on a déployé avec la CAF. On fait du conseil aux acteurs publics et privés, je vous en ai déjà parlé. Et puis aussi, on a créé des MOOC pour le CNFPT et là bientôt pour la Fédération des acteurs de la solidarité numérique, de la solidarité, tout court, justement pour en fait créer des maraudes numériques. Voilà, vous savez bien que justement les personnes qui sont sans abri ont quand même un téléphone portable, ont un smartphone très souvent, et donc il leur faut le moyen de le charger et puis aussi de pouvoir faire des démarches en ligne. Et donc il faut former un peu les maraudeurs pour les accompagner et d'être dans cette phase d'inclusion. Et puis évidemment, on est aussi organisateur de numérique en commun et donc je suis encore une fois ravie de pouvoir discuter lors de ce NEC local. Très rapidement, voilà, sur solidarité numérique, mais on en a déjà énormément parlé. Donc, je compléterai vraiment plus sur la partie donc identification des publics et puis orientation vers les lieux. En fait, vraiment, solidarité numérique, nous, on le voit comme une porte d'entrée pour la médiation numérique, pour des publics qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'oseraient pas se déplacer dans des lieux, mais qui ont quand même des besoins d'accompagnement. Et donc, on le voit vraiment comme un outil complémentaire de tout ce qui se passe sur le territoire. Et là, on est vraiment en train de travailler justement à la réorientation des publics qui nous appelleraient.
Encore une fois, on est là pour débloquer une situation. C'est des publics qui sont souvent en précarité, donc il faut pas trop les perturber. Il faut essayer de les rassurer. Il faut essayer de répondre à leurs problèmes. Mais si on voit que c'est une demande qui est assez complexe, par exemple une demande administrative, là, l'idée, c'est de réorienter vers une maison France Service à proximité. Si c'est un plus fort besoin d'accompagnement à tous les usages numériques, et ben là, on réoriente vers des lieux de médiation. Donc ça, c'est vraiment notre vision pour ce projet, d'être une porte d'entrée pour réorienter les publics et puis amener du flux aussi et penser un parcours usager sur le long terme. Et puis, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on a créé des podcasts pour justement en fait donner à entendre la réalité de la médiation numérique. C'est vrai que souvent, moi quand je suis arrivée un peu dans cet écosystème, je me suis dit mais en fait concrètement qu'est-ce que fait un médiateur ? Et là, je me suis dit mais en fait c'est vraiment c'est extraordinaire, vraiment ce lien humain qu'il y a derrière. Et donc pendant Solidarité numérique, quand on a énormément de médias qui se sont intéressés à ce qu'on faisait, on s'est dit essayons de leur donner justement un peu des enregistrements avec l'accord évidemment des appelants pour qu'ils comprennent un peu ce que c'est, pour qu'ils puissent diffuser et puis vraiment donner de la matière. La médiation numérique, encore une fois, vous savez aussi ce que c'est, je pense que j'ai un public de convaincus, mais c'est vraiment cet accompagnement humain et c'est ça que nous on cherche à promouvoir et à montrer ou en tout cas à faire entendre. Donc on a lancé ces podcasts pour vraiment montrer la diversité des demandes, la diversité des publics et la réalité de la médiation numérique. En quelques mots, un peu notre trajectoire, on a bien évolué depuis 2017. On est passé de 1 salarié à 10 en fin d'année 2020. On a 86 sociétaires aujourd'hui. Il y a la MGEN qui va rentrer dans la MENNUM. Donc ça, on est assez content parce que c'est quand même des acteurs qui certes n'ont pas fait de la médiation numérique leur cœur de métier, mais qui s'y intéressent et touchent des publics qui nous concernent tous. Donc pour nous, ça c'est essentiel. Et puis donc pour l'avenir, ça va être de consolider et d'élargir toute notre offre de services. Et ça, ce sont des projets qu'on a envie de monter avec vous, évidemment. Donc en 2 mots, ça va être d'industrialiser tous les services numériques dont je vous ai parlé, cette offre de plateforme téléphonique pour nous qui est important, d'arriver à construire un peu un hub de données parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de données et donc l'idée c'est vraiment en fait d'arriver à faire croiser tout ça et faire en sorte que ça serve tous les acteurs de l'écosystème pour mieux servir les publics qu'on touche. Ça, pour nous, c'est vraiment essentiel. Et puis, ce qui est important, c'est de mettre en place des outils qui servent le secteur. Donc, à la fois le job board qu'on a lancé. Donc, si un jour vous recrutez dans votre structure pour des postes de chargé de mission inclusion numérique, de médiateur numérique et tout ça, n'hésitez pas à les mettre sur le job board de la MENNUM. On a un écosystème qui le regarde beaucoup. On l'a lancé le mois dernier et on a plus de 1000 visites par mois. Donc, il attire beaucoup de monde. Ça, c'est important. On réfléchit à lancer un média, là encore, pour informer sur la réalité de la médiation numérique et puis d'élargir notre spectre d'action. Le kit aidant numérique qu'on peut déployer assez facilement. Et puis enfin, encore une fois, c'est le côté renforcer l'écosystème, consolider les liens avec les hubs pour vraiment avoir un écosystème qui soit uni, cohérent et où on peut vraiment à toutes les strates s'adresser à des acteurs précis pour monter des projets, soit d'ambition, d'envergure locale, soit régionale, soit nationale. Et ça, pour nous, c'est important.
Donc voilà, après, c'est l'articulation avec les acteurs publics, privés, et je vous en ai déjà parlé. Et puis, pour nous aussi, notre enjeu, c'est vraiment d'ouvrir la médiation numérique à de nouveaux réseaux. Donc, à la fois des réseaux comme le mouvement Impact France, donc tournés vers l'ESS, vers un peu les nouvelles technologies. Et donc, comment on peut s'inspirer de différentes méthodes de gouvernance, de création de projets pour servir tous les acteurs et puis les usagers. Voilà en quelques mots la MEDNUM, et puis je serais ravie de répondre à vos questions. J'espère que je n'ai pas été trop longue et monotone. Donc voilà, je suis à votre disposition, et puis je vois que bon, apparemment c'était un peu flou, mais je vous transmettrai les slides pour que vous y ayez accès, et puis que tout le monde puisse les lire tranquillement à la fin de mon intervention. Merci beaucoup. Je pense que c'était très clair. Alors, je vais juste couper ton micro parce qu'il y a de l'écho. Voilà, merci. Donc merci vraiment pour cette présentation sur le rôle de la MEDNUM, et donc du coup ça a permis déjà d'évoquer un certain nombre d'outils qui sont déjà en place ou qui vont pouvoir se déployer à court terme, et donc ça fait le lien aussi assez naturellement avec les ateliers qu'on fera cet après-midi sur tout un tas d'outils. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous proposer là, vous tous participants, des choses très opérationnelles, que vous puissiez repartir à la fin de cette journée en vous disant ah bah oui, là il faut qu'on mette en place tel ou tel outil, et qu'on puisse vraiment tout de suite être en situation pour pouvoir accompagner les publics. Donc là, ça nous a permis de voir qu'il y a vraiment tout cet écosystème dans lequel s'inscrire. Donc vraiment, merci encore Caroline pour ton intervention. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cela. Est-ce que ça suscite des choses? Donc, comme on le disait, tous les supports, on va les récupérer, on va les mettre en ligne sur le site du CRIA 45. De toute façon, on essaye d'enregistrer aussi toute la manifestation pour pouvoir vous proposer des replays. Donc, n'hésitez pas à réagir. Si vous voulez aussi les contacts des intervenants, il y aura moyen également de vous fournir les contacts, de vous mettre en contact avec toutes les personnes que vous aurez pu écouter attentivement, si vous voulez aussi aller plus loin dans les échanges. Je laisse peut-être quelques minutes. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire dans le chat. Peut-être laisser le temps à des questions de venir. Voilà, c'est pas forcément facile et spontané les échanges. On est nombreux, donc c'est vrai qu'on privilégie le chat, mais si quelqu'un veut aussi prendre la parole, c'est possible. N'hésitez pas non plus. Alors voilà, on a une question de Sandrine Debac du département du Loiret. Concernant les kits aidants, s'agit-il de kits à destination des aidants professionnels qui accueillent des usagers ou bien des aidants familiaux? Oui, alors effectivement, c'est plutôt les aidants professionnels, Sandrine. On travaille davantage avec la CAF et Pôle emploi pour justement former leur agent d'accueil à détecter les publics, diagnostiquer et au moins fournir un premier niveau de réponse. Donc oui, on n'est pas encore sur les aidants familiaux, mais c'est vrai que ça, c'est une vraie question qu'on se pose. Oui, là, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils, et on le verra cet après-midi avec une démonstration d'Aidants Connect, et qui se focalise aussi dans un premier temps sur les aidants professionnels, même si on sait qu'effectivement, un grand champ de la médiation numérique se traite par les aidants familiaux. Et ça viendra dans un second temps pour sécuriser tout ce type d'aidants. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, alors une question de monsieur ou madame Nubret, les MOOC sont déjà en ligne. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou un constat. Alors, le MOOC, effectivement, du CNFPT est déjà en ligne. Il a été fait, il me semble, l'année dernière. Et en fait, il y a des sessions d'inscription assez régulières, à peu près, je crois, tous les 6 mois. Donc, vous pouvez vous inscrire. En revanche, le MOOC avec la Fédération des acteurs de la solidarité ne l'est pas encore, parce qu'on est en train encore de
finaliser tous les éléments de cadrage avec eux, mais ça ne saurait tarder. Comment détecter le public en difficulté? Y a-t-il un questionnaire type? Ça, c'est la question. On aimerait bien qu'il y ait un outil magique qui nous dise, voilà, ça, c'est un public en difficulté. Malheureusement, c'est pas le cas. En fait, c'est vraiment justement le croisement de toutes les données. C'est enfin voilà, donc c'est à la fois nous via Solidarité numérique le fait en fait de demander le code postal de la personne et puis de connaître sa demande. Ça nous permet déjà d'un peu mieux cibler, de savoir où il se trouve et le type de requête. Après, on peut croiser ça justement avec l'indice de fragilité numérique et puis évidemment, il y a toutes les enquêtes telles que le baromètre du numérique, les enquêtes Capacity, Capuni, qui nous permettent d'identifier un peu des profils et des grands patterns. Donc, mais c'est sûr que comme c'est un public souvent qui croise énormément de vulnérabilités, c'est un peu complexe à définir. Mais c'est tout le travail, je pense, des acteurs voilà, de la médiation numérique, et je pense notamment à Aptic aussi, hein, qui a des outils de détection. Je pense au BonClick, qui là aussi ont des outils de diagnostic. Et grâce, en fait, je pense à tous ces outils-là, on arrivera bientôt, je pense, à mieux identifier et à mieux cibler les publics. Mais je rêve d'un outil unique qui nous permette en une demi-seconde de comprendre ces publics-là. Bientôt. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sur le kit aidant, et ben là, si vous voulez, vous pouvez nous envoyer un petit mail. C'est pour ça que je vous ai mis nos contacts à la fin. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, effectivement, sur les aidants familiaux, existe-t-il des fonds spécifiques pour acquérir des outils numériques? Alors, à destination des publics qui fréquentent nos lieux d'accueil. Alors là, souvent, en fait, c'est des aides qui varient un peu hein, d'une commune à l'autre, d'une région à l'autre. Moi, comme je suis en Île-de-France, je sais, par exemple, que la région donne des ordinateurs à tous les lycéens. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres régions. Alors nous, je peux compléter la Caroline sur ce point. Au niveau du réseau numérique, on a des partenariats et notamment un partenariat avec un reconditionneur informatique qui s'appelle NoRIP. Donc sur le site du CRIA 45, vous avez un formulaire de contact pour nous faire des demandes d'ordinateurs reconditionnés pour vos publics les plus fragiles. Donc ça, on le redira tout au long de la journée. N'hésitez pas à nous solliciter. C'est pour des ordinateurs un tarif solidaire de 100 €. Donc, c'est tout à fait abordable. Et on est en train de travailler notamment avec le CCAS d'Orléans pour mettre en place des chèques équipements qui permettraient aux personnes pour qui 100 €, c'est encore un coût important, d'avoir une aide des CCAS. Donc voilà, c'est en train de se structurer. Donc, on a des pistes d'action aussi au niveau du réseau orléanais. Alors sinon, dans les autres remarques, en effet, on peut utiliser Pix pour voir le niveau des personnes. Il en sera question lors d'un atelier cet après-midi avec Marie Bancal qui nous présentera Pix. Pix, on l'expérimente, nous, au sein du CRIA 45, déjà auprès de nos publics pour faire le diagnostic numérique. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à participer à l'atelier de cet après-midi qui ira un petit peu plus loin sur le sujet. Alors, ensuite, on a des questions sur les hubs locaux et régionaux, sur le périmètre d'accompagnement. Oui, là, on les a accompagnés effectivement sur toute la partie méthodo et puis aussi communication. Donc là, c'est vrai qu'on partait, voilà, il fallait tout construire. Donc, comment les hubs se structurent, comment en fait, quels sont leurs champs d'action, quels sont leurs grands objectifs. Donc, c'est à la fois la cartographie, l'accompagnement des lieux de médiation. Donc voilà, ça a été une grosse mission pendant 1 an sur justement la structuration de ces hubs, à la fois d'un point de vue méthodologique et de ressources.
Et alors, est-ce qu'il y a d'autres? Et puis, excusez-moi, j'avais oublié Pix, alors que quand même, c'est un partenaire important. Forcément, on oublie tout le temps quelqu'un quand on fait une présentation. Oui, voilà. Et effectivement, il y a une multiplication d'outils, donc bon, voilà, il faut en effet faire un choix à un moment donné. Exactement. Je vois plus. Alors, s'il y a un... Voilà, sur comment mutualiser les ressources pour valoriser les compétences des collaborateurs en entreprise. Oui. Alors là, c'est vrai que c'est un enjeu auquel auquel on commence à s'adresser avec la plateforme Click and Connect. Donc nous, on est plutôt sur les très petites entreprises, mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a quand même les CCI, les CMA qui proposent une offre d'accompagnement pour vraiment la transition numérique. Nous, on est peut-être plus en amont sur le côté vraiment inclusion. Donc ça, je vous encourage peut-être à aller solliciter ces acteurs qui sont là évidemment pour répondre à toutes vos questions. On sait que évidemment ici au niveau des collectivités, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Après, c'est sûr que en ce moment, il y a eu à la fois, en fait, c'est ce qu'on a vu avec le confinement, c'est que à la fois ça exclut aussi beaucoup de personnes, mais ça nous a aussi forcé à nous adapter de façon extrêmement rapide. Et on l'a vu, hein, je pense qu'on a été très nombreux à devoir d'un coup faire des visios. Moi, je me souviens au mois de mars, avril, d'un coup de commencer à maîtriser un grand nombre d'outils, des outils très, très différents pour essayer quand même de maintenir une activité. Donc, je trouve que quand même, d'un point de vue, enfin, pour les salariés en tout cas qui pouvaient être en télétravail, il y a eu une capacité de résilience assez incroyable, mais que là, aujourd'hui, on se rend compte peut-être dans ce deuxième confinement, une certaine lassitude sur les outils en ligne, faire des visios, des longs tunnels de visio, c'est un peu fatigant, et qu'on a quand même besoin de ce lien-là. Mais en tout cas, sur la formation de vos collaborateurs, voilà, je vous encourage à aller voir France Num, les CCI, les CMA, qui sont des acteurs qui sont assez présents sur ces questions. Est-ce qu'il y avait encore peut-être une dernière question? Et puis, je pense que, sauf si Muriel, tu veux que je reste encore un peu, j'ai encore un peu de temps. Non, je trouve qu'on a l'air d'avoir fait le tour du sujet. À définition d'un APP. Je pense que c'est un appel à projet. Oui, voilà. Et donc, Sandrine Debac, oui, le département également a engagé un appel à projet pour soutenir une filière de reconditionnement de matériel à destination des structures d'insertion pour les publics en difficulté. Donc là, il en sera question lors de la table ronde numéro 1, où le département sera invité à présenter aussi toutes les actions qui sont en train de se mettre en place. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, on va dire un grand merci à Caroline pour toute cette présentation, toutes ces informations très précieuses. Et je vais laisser la parole à une deuxième Caroline, Caroline Corbal. Merci à tous. Au revoir et merci beaucoup. Bonjour à Caroline. Donc, je vais laisser passer la parole à une deuxième Caroline Corbal, qui est un peu la grande ordonnatrice des NEC locaux et NEC nationales. Donc, on a organisé ça un peu main dans la main avec Caroline pour que tu nous présentes assez dans le détail l'idée, l'état d'esprit de cet événement numérique en commun. Oui, bonjour à tous. Je vérifie juste que vous m'entendez bien. Oui, c'est bon, super. J'ai eu un petit peu de difficulté de connexion ce matin. Donc bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce matin. Donc moi, je suis Caroline Corbal. Je travaille à l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est une agence, donc un établissement public qui a été créé en janvier 2020 pour accompagner les projets de territoire, avec comme premier interlocuteur les collectivités territoriales. Et donc ce matin, comme vient de le dire Muriel, on souhaitait vous redonner un petit peu de contexte sur le cadre numérique en commun, ou encore NEC, qui nous rassemble aujourd'hui avec cette édition locale à Orléans,
que nous sommes vraiment ravis de soutenir. Donc pour le cadre global, en fait, notre équipe met en œuvre depuis maintenant bientôt 3 ans la stratégie nationale pour un numérique inclusif. Donc ma collègue Margot Aptel interviendra juste ensuite dans le cadre de la première table ronde pour préciser les dispositifs nationaux qui peuvent être déclinés au niveau local et qui ont d'ailleurs été évoqués en introduction par Monsieur Tébibel, donc notamment le pass numérique, mais aussi les chantiers lancés dans le cadre du plan de relance. Donc pour revenir sur NEC, en fait ce qu'on s'est dit il y a environ donc 3 ans, c'est que pour que toutes les parties prenantes de l'inclusion numérique, mais plus globalement aussi en réalité les acteurs qui souhaitent défendre, qui souhaitent permettre un numérique d'intérêt général, soient en capacité de s'organiser, de parler un même langage, de créer des outils et des solutions collectives, que pour tout cela, il nous fallait un cadre qui soit à la fois souple et structurant pour qu'on puisse tous ensemble faire communauté, pour faire société à l'heure où la transformation numérique de la société s'accélère. Et c'est comme ça donc est né Numérique en commun en 2018. Donc NEC, en fait, c'est une communauté qui réunit des acteurs publics, donc des agents et des élus, des opérateurs de services publics, des entreprises, des porteurs de tiers-lieux, des professionnels de l'inclusion numérique, des chercheurs qui se rassemblent pour faire ensemble un numérique d'intérêt général. Donc, ce qu'on entend par numérique d'intérêt général, c'est à la fois un numérique qui soit inclusif, un numérique qui soit aussi éthique, qui respecte les libertés des citoyens, qui leur permet d'être véritablement autonomes, mais aussi un numérique qui soit le plus durable et le plus souverain possible. Donc, toute cette communauté NEC, toute cette communauté d'acteurs se retrouve lors de temps forts nationaux et locaux. Donc, le temps fort national, donc on appelle NEC national, est co-organisé avec la MEDNU, donc vous venez d'entendre Caroline, et Fréquence École, qui est une association lyonnaise d'éducation aux médias. Et donc, NEC National a eu lieu à Nantes en 2018 pour la première édition, puis à Marseille en 2019 pour la seconde édition. Donc, peut-être qu'on nous sommes déjà croisés lors de ces éditions-là. Et cette année, NEC National devait avoir lieu à Lyon. Mais bien évidemment, il a fallu se réinventer plusieurs fois même, au rythme des différentes vagues du Covid-19. Et plutôt que prendre ce contexte comme une contrainte, on a essayé d'en faire une opportunité. Donc, c'était pas évident, mais pour faire différemment et permettre à tout le monde de se retrouver à nouveau et de créer les conditions pour agir ensemble. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir du 17 novembre, NEC National a eu lieu, bien entendu, 100% en ligne, avec en premier lieu une masterclass pour les élus, avec l'intervention d'une dizaine d'experts, et ainsi que le secrétaire d'État chargé du numérique, donc Cédrico. Donc, la masterclass sera mise à disposition librement ensuite. Ensuite, on a enchaîné avec un live le 17 novembre avec plus de 2200 personnes connectées. Donc, c'est un live qui a accueilli les annonces pour l'inclusion numérique de la ministre Jacqueline Gourault et donc du secrétaire d'État Cédrico dans le cadre du plan de relance, mais aussi de nombreuses interventions, donc d'intervenants français et européens, donc Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, l'ambassadeur chargé du numérique Henri Verdier, une chercheuse Valérie Peugeot, Francesca Bria qui travaille à la Caisse des dépôts et consignations italienne, pour échanger autour de la souveraineté numérique, des communs numériques, de l'impact écologique du numérique, de l'inclusion numérique au travail aussi. Donc, tous ces contenus-là sont accessibles en ligne. Donc, après, je vais vous mettre tout dans le chat. Et ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est de faire continuer exceptionnellement le numérique en commun en ligne pendant un mois entier. Donc, on a créé avec plus de 80 contributeurs partout en France, 8 parcours en ligne sur une plateforme pédagogique qui est elle-même un commun numérique qui a été repensé pour l'occasion. Donc, sont accessibles 8 parcours avec à la fois des témoignages de participants qui partagent des idées nouvelles, qui se confrontent aussi autour de 8 grands thèmes donc, que je viens d'évoquer, donc l'écologie, les communs, l'inclusion, les données, les tiers-lieux aussi. Sur chaque parcours, on a un grand temps fort qui est une masterclass auquel vous êtes vivement conviés.
Je vous mettrai aussi la programmation dans le chat, mais aujourd'hui, par exemple, on a une masterclass sur comment est-ce qu'on monte un tiers-lieu. Demain, c'est une masterclass sur les communs numériques. La semaine prochaine, une masterclass sur comment est-ce qu'on déploie le pass numérique sur son territoire. Donc, je vous mets tous les liens ensuite. Et n'hésitez pas donc à vous inscrire en fonction de vos besoins, de vos envies de découverte. C'est des formats assez courts pour pas vous prendre trop de temps, parce qu'on sait que tout le monde est extrêmement sollicité en ce moment. Donc, c'est des formats d'1h30 seulement. Donc ça, c'était pour le NEC national. Parce que numérique en commun, c'est aussi des déclinaisons locales, donc ce qu'on appelle les NEC locaux, comme c'est le cas du NEC Orléans d'aujourd'hui, qui est organisé par le consortium du réseau numérique. Donc les NEC locaux, c'est vraiment un dispositif ouvert, c'est-à-dire que chacun peut organiser son NEC local pour fédérer son écosystème, pour créer un rituel, pour co-construire une feuille de route pour l'inclusion numérique. Tout cela se fait tout de même sous réserve de respecter un ensemble de conditions, et notamment d'engagement, en fait, pour que tout ce qui soit produit dans chaque NEC soit bien ouvert et puisse servir à d'autres NEC locaux. Donc en 2020, il y a une dizaine de NEC locaux qui sont organisés, que vous pouvez retrouver sur le site de Numérique en commun, et la dynamique va continuer en 2021. Parce qu'en fait, chaque année, un territoire peut décider d'organiser une deuxième version de son NEC local, une troisième version, etc. Donc, un des enjeux de ces NEC locaux, chacun étant vraiment spécifique, c'est donc de mettre aussi en commun, donc de comprendre ce qu'il se passe sur chaque territoire, ce qui est mis en œuvre, quels sont les enjeux, et voir ce qui peut aussi inspirer d'autres territoires, ce qui peut être testé, répliqué, adapté ou même fait ensemble. Et pour piloter ce travail de mise en commun et d'analyse, donc de prise de hauteur, on travaille avec une équipe de chercheurs et de journalistes, reporters de terrain, qui sont coordonnés par François Huguet. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Emmanuel Vergès, qui représente l'équipe et qui va vous préciser juste après moi la nature de leur intervention. On aura aussi, il y a aussi est aussi présent parmi nous Sébastien Magro, qui écoute attentivement tout ce qui est dit et tout ce qui est échangé aussi sur le chat. De mon côté, je vous souhaite un excellent NEC local Orléans. Bravo encore aux co-organisateurs pour ce travail de longue haleine. C'est un plaisir de travailler avec toute votre équipe dans des conditions vraiment pas évidentes. Et j'espère que ce NEC local sera vraiment une brique structurante pour le réseau orléanais et qu'on se retrouvera en présentiel pour le NEC local Orléans Métropole 2021. Bon NEC local à tous. Merci beaucoup, Caroline. Merci pour ces éclaircissements concernant toute cette dynamique locale et merci à toi pour tout l'accompagnement. Et donc, effectivement, on va être accompagné tout au long de la journée par Emmanuel Vergès, le grand témoin de ce NEC local Orléans Métropole. Alors, attends, Emmanuel, on ne t'entend pas. Toujours pas. Que se passe-t-il? Ton micro a l'air ouvert. Alors, je crois qu'Emmanuel doit quitter pour mieux revenir. Donc oui, on salue aussi en effet Sébastien Magro qui va nous suivre attentivement et qui vous sollicitera après le NEC pour des entretiens, pour récolter un petit peu votre parole. Ah voilà, je crois qu'Emmanuel, ça doit fonctionner. Oui, vous me voyez, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Alors on t'entend, on ne te voit pas par contre. Voilà, ça va arriver. Voilà. Voilà. Autrefois, on disait que quand on arrivait en retard à une réunion, c'est qu'on avait eu du mal à se garer. Là, c'est qu'on a des embouteillages sur les outils Internet. Bref. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation et de votre accueil. Merci à Caroline de ce bout d'introduction. Je rebondirai sur un des derniers mots qu'a prononcé Caroline, qui est ce mot de commun. Et puis, ce qu'avait évoqué tout à l'heure
Caroline Spin, pour la MENU, mais puisqu'on voit au travers de votre programme de la journée, commun, diversité, il y a effectivement aujourd'hui dans le champ de la médiation et de l'inclusion numérique une très grande diversité d'acteurs, de propositions, de ressources, d'outils, de réflexion, de manières d'aborder territoire par territoire, compétence par compétence, secteur d'activité par secteur d'activité, ces enjeux liés à l'usage et à l'appropriation, et puis à tout simplement l'accessibilité des outils. Accéder, c'est pas simplement pouvoir utiliser, ou tout au moins avoir économiquement un pouvoir qui permet d'utiliser ces outils-là. Accéder aujourd'hui nécessite, avec ces outils numériques, de prendre en compte un ensemble d'éléments techniques, cognitifs, culturels, économiques, sociaux, etc., etc. Et donc là-dedans, le champ de la médiation numérique qui s'est développé depuis que les premiers ordinateurs ont été installés d'une certaine manière dans l'immédiat, dans les lieux autour de l'emploi, d'accompagnement, de formation depuis 25 ans, 30 ans, d'une certaine manière appellent et ont développé un certain nombre de compétences, de réflexion, d'outils pour pouvoir effectivement permettre à tout un chacun d'avoir une accessibilité la plus large possible avec les outils, les usages et les dispositifs. Et donc depuis maintenant 2 ans et demi, comme Caroline Corbal le rappelait, l'émergence de ces numériques en commun. L'idée n'est pas de trouver, et j'aimais bien, j'y reviendrai tout à l'heure dans mon témoignage, puisque cette question de l'outil magique, comme l'évoquait tout à l'heure Caroline Spa, qu'on pourrait désirer. Je ne sais pas si on peut véritablement désirer cet outil magique qui réglerait toutes les problématiques. Je vous rappelle, il y a un très beau livre d'un intellectuel critique, d'un essayiste critique de l'Internet qui s'appelle Evgeny Morozov, qui a sorti un livre qui s'appelle « Cliquez ici pour tout résoudre ». Je ne suis pas sûr que dans une société dans laquelle on va chercher à reconstruire du lien, la question de l'outil va nous permettre de générer ce lien-là, mais c'est une vraie question, c'est un vrai champ, c'est une vraie réflexion, il y a une vraie recherche autour de ça. Mais pour autant, cette nécessité d'effectivement construire du commun, et ce commun-là n'étant vraisemblablement pas forcément l'outil, la question des événements, des lieux dans lesquels on se retrouve, on se rassemble, on source une époque, on fabrique de la ressource et on source une époque était très importante. Et puis on a construit à l'initiative du travail de la mission Société numérique et de la NCT, une réponse pour effectivement, avec Sébastien Magro, avec Clément Mabi, avec François Huguet et moi-même, accompagner les différents NEC locaux pour produire de la ressource. Essayer de dégager des lignes fortes que l'on va retrouver d'Avignon à La Rochelle, d'Orléans à Bordeaux, de Lille à la Réunion, sur l'ensemble de ces différents territoires, à partir de ces différentes initiatives, essayer de tracer des perspectives, donner un peu des lignes de force au champ, au pluriel, de la médiation et de l'inclusion numérique sur ce territoire-là. Et donc, on fait un travail à la fois par Sébastien de recueil de paroles, pour Clément, François et moi, de mise en perspective des différentes réflexions qui sont portées dans les différents NEC locaux, travaillé et mis en carnet. Voilà, il y a un carnet par NEC qui est aujourd'hui produit, qui sera présenté, alors qu'il aurait dû être présenté cette année à Lyon. On s'est retrouvé en visio et on se retrouvera en visio pendant encore un petit moment. Et donc, dans le courant de l'année 21, on va trouver une manière de présenter et de diffuser ces carnets-là pour effectivement, comme les petits cailloux du petit poussé, les petits cailloux blancs du petit poussé, essayer de fabriquer brique après brique, proposer une manière de suivre des différentes pistes sur ces enjeux liés à la médiation et à l'inclusion numérique. Et puis, on participe avec l'équipe aussi d'une co-conception, d'une co-animation de certains ateliers ou tables rondes. Je vais animer l'atelier dans lequel il y aura autour des stratégies publiques. Puis je reviendrai vous voir pendant les ateliers dans l'après-midi et pour clore avec vous cette journée. Merci encore. Merci Emmanuel. Alors, on a une question de Mathieu Muselier qui doit être vraiment spécifique pour vous, Emmanuel. Pourquoi ce titre, les communs comme stratégie d'abolition de la médiation dans l'Observatoire 2018 ? Vous pouvez aller plus loin.
Alors là, je ne sais pas si on est parti pour des grands débats. On a 3-4 minutes avant le début des tables rondes. Oui, non, mais je ferai juste une petite. Oui, je me présenterai très rapidement tout à l'heure. Je ce champ de la médiation numérique plutôt du côté des questions de culture, et j'ai fait un travail de thèse sur le devenir auteur des publics. Et effectivement, aujourd'hui, je suis sur une ligne autour des questions de médiation qui renvoient à des enjeux de pair à pair, une logique de parité. Les NEC de La Rochelle, il y a un mois, étaient autour de tous aidants, toutes et tous aidants, et que là-dedans, il y a des enjeux aujourd'hui de reconfiguration de la médiation, et je vous en parlerai, et je rebondirai sur cette question pendant mon témoignage en fin de journée avec grand plaisir. Super, merci beaucoup. Et effectivement, vous pourrez en discuter plus largement dans les ateliers. Et donc, on arrive au terme de ce temps d'ouverture du NEC Orléans Métropole. Merci à tous les intervenants qui se sont relayés. Merci à tous les participants pour les questions. On a déjà on a en tête un bon panorama déjà de tout ce qui se fait. Alors, on va vous inviter à vous dispatcher dans les différentes tables rondes. Donc, on va vous remettre les liens dans le chat. Là, pour des raisons techniques, ça va vous demander, vous allez devoir vous déconnecter de la salle ici pour vous reconnecter sur une autre salle Big Blue Button. Donc là, on prend quelques minutes pour switcher. Je laisse peut-être Gwen, si tu m'entends, mettre les liens vers les différentes tables rondes dans le chat. Donc, pour rappel, vous avez la table ronde numéro 1 qui sera consacrée aux politiques publiques d'accompagnement des publics. Donc, il y aura l'intervention de Madame Margot Aptel du programme Société numérique, Madame Laurence Bellet pour le département du Loiret, Monsieur Olivier Join du JPRECIA, le tout animé par Emmanuel Vergès. Donc ça, c'est la table ronde numéro 1. Ah, voilà, donc Oussam a remis le titre et on va mettre tout de suite le lien. Tac, que j'aille dessus. Table ronde numéro 1. Je vais vous mettre. Alors là, je vous mets le lien de la table ronde 1. Tac. Voilà le lien vers la table ronde numéro 1. La table ronde, je vais y arriver, numéro 2 sur les mutations des pratiques professionnelles induites par le numérique dans le champ du travail social. Alors là, c'est moi-même qui animerai cette table ronde où interviendra Madame Carole Vidal, responsable du service social du CCAS d'Orléans Métropole, et Monsieur Loïc Gervais, médiateur numérique, ainsi que Monsieur Abdelak Ziani pour les ASELCO. Donc, on va vous mettre tout de suite le lien vers cette table ronde numéro 2. Hop. Désolée, il faut switcher un petit peu. Ah, voilà, table ronde 2, merci Gwen. Et ensuite, la troisième table ronde, elle sera consacrée aux compétences numériques avec Mathieu Juchet, directeur du CRIA 45, Danielle Asper, directrice du CRI Auvergne, le tout animé par Pascal Planctard, chercheur et anthropologue des usages numériques. Donc, on vous laisse vous dispatcher vers les différentes tables rondes. Et pareillement, pour les ateliers, il faudra reprendre les liens qui vous ont été envoyés par mail. Si vous êtes perdu, vous n'hésitez pas à nous contacter tout au long de la journée, que ce soit moi, Gwen ou Sam, mes collègues du CRIA que je remercie. Et je vous souhaite à tous de très bons échanges, que ce soit dans les tables rondes ou dans les ateliers cet après-midi. Pour ceux qui suivent la journée entièrement avec nous, on se retrouvera en plénière à partir de 16h30 pour la conclusion de cette journée par Emmanuel Vergès. Merci à tous et à très vite.